aujourd'hui démarrer et poser. Je vais simplement poser le cadre de la conférence et du live. Dans une période de sortie de crise sanitaire, jamais un pays n'a été autant rythmé par un afflux de mesures législatives sans précédent, impactant le fonctionnement de toute une nation, de chaque pan d'activité, de tout autant de matières de droit et donc au recours à l'expertise avisée d'un avocat. Ce bouleversement que nous traversons est de manière contrainte un catalyseur de la transformation digitale, organisationnelle, managériale, structurelle des cabinets d'avocats et un accélérateur de la prise de décision en circuit court. Une opportunité pour démontrer son agilité, faire preuve d'initiative et de réactivité dans sa relation client et une occasion de gagner en efficacité opérationnelle. Une partie des avocats avaient déjà amorcé la digitalisation de leur cabinet et ont su s'adapter rapidement à cette situation. D'autres, au contraire, ont pris du retard dans l'adaptation à cette crise sanitaire et dans leur plan de continuité d'avocat. Sans aucun doute, cela va profondément transformer la relation client-avocat. Nous avons vu l'avocat décodeur, l'avocat éclaireur, l'avocat stratège qui s'est rapidement emparé des enjeux de l'information, de la formation, au travers de webinaires, de podcasts, de newsletters, pour apporter un décryptage et jouer un rôle pivot dans son approche conseil et dans l'aide à la résolution de problématiques contentieuses. On assiste aussi à un recentrage des activités de l'avocat et à une plus grande transparence dans sa communication et dans le fonctionnement du cabinet. Jamais, en effet, on a eu autant de fluidité dans l'information et dans le niveau aussi managérial de l'organisation du cabinet. Repenser aujourd'hui la valorisation de son offre de professionnels du droit est un enjeu évident, sans compter toutes les nouvelles problématiques de droit qui émergent et les nouveaux besoins que cela génère. Cependant, il y a un paradoxe sur la situation actuelle des avocats et leur devenir avec une vision résolument moins optimiste pour certains. Plus que jamais, les initiatives des incubateurs ont toute légitimité dans leur mission et leur devoir d'accompagnement au changement, non pas sur de grands concepts abstraits, mais sur un soutien avec des réponses concrètes pour permettre aux avocats d'affronter l'avenir sereinement et de manière éclairée. En parlant d'éclairage, justement, nous avons aujourd'hui un parterre d'invités qui vont justement pouvoir nous accompagner et nous éclairer sur les actions qu'ils ont pu mettre en place pour accompagner les avocats au sein de leur bureau. J'ai la chance et le privilège d'avoir aujourd'hui avec nous Shirley Le Turc, qui est donc au barreau de Marseille, avocat, et qui représente l'incubateur du barreau de Marseille. Clémence Michaud, avocat au barreau de Bordeaux, qui représente l'incubateur du barreau de Bordeaux. Mélanie Parnot, avocat au barreau de Montpellier et coprésidente du RNIB, donc du Réseau national des incubateurs de barreau. Anne-Hélène Amonique, qui représente, elle, l'incubateur du barreau de Rennes. Vincent Durand, avocat, membre du bureau de l'incubateur du barreau de Lyon. François Giraud, qui va nous rejoindre, avocat, qui lui représente l'incubateur du barreau de Montpellier. Et Éric Lequelennec, avocat et membre du conseil de l'ordre du barreau de Paris et co-référent de l'incubateur du barreau de Paris. Bien. Maintenant, c'est à vous. Et comme vous êtes beaucoup aujourd'hui, on va péter les scores sur le niveau d'invité, on pense à un sujet qui fédère et qui rassemble. On va essayer d'avoir des réponses concises. J'espère déjà que tout va bien pour vous en cette période de déconfinement et on l'espère de sortie de crise sanitaire. Je vais d'abord vous poser la première question, qui je vais faire deux en une. C'est comment aujourd'hui, dans le cadre de vos missions, vous avez pu accompagner les avocats en début de crise sanitaire sur le maintien de leur activité et comment vous déjà, en tant qu'incubateur, vous vous êtes organisé au sein de votre organisation justement pour vous organiser et continuer le maintien de l'activité des missions de l'incubateur. Alors, honneur aux femmes, on va commencer au hasard, je regarde dans la liste, moi, des petites vignettes par Anne-Hélène. Anne-Hélène, bonjour. Bonjour. Alors effectivement, au niveau de l'incubateur du barreau de Rennes, on avait la chance d'avoir déjà mis en place des outils de communication. Donc en interne, entre nous, la communication a été plutôt fluide. Une des premières actions que nous ayons menées, c'est de mettre en place un espèce de guide des outils à destination des avocats qui référence un certain nombre d'outils de visioconférence, de travail collaboratif. Donc voilà, un guide qu'on a voulu collaboratif, qu'on a réalisé à plusieurs, qu'on a pu communiquer. En parallèle, nous avons également mis en place une page Facebook pour améliorer un petit peu le lien entre tous les avocats. Nous avons mis en place, je crois qu'on est à 6 webinaires qui sont déjà passés et d'autres qui sont en projet. Donc les webinaires, on mettait déjà en place des ateliers au préalable. Et là, on les a passés donc en ligne. Ceux-ci nous ont permis de toucher plus d'avocats, donc c'est plutôt une bonne chose. On a pu toucher des avocats qu'on n'avait pas avant. Donc je pense que c'est une formule que nous allons conserver dans le futur.
en plus du présentiel qu'on remettra en place, mais ça, c'est une bonne chose. On prépare une conférence virtuelle pour la semaine prochaine sur la coopération, par exemple. Et puis, dans les autres actions, on a mis en place 2 fois par semaine des visio-cafés. Donc, pour faire du lien, voilà, prendre le café ensemble, les personnes qui voulaient pouvaient se connecter, puis on pouvait échanger sur des sujets divers et variés de l'actualité. Donc, une activité assez riche pour l'incubateur du barreau de Rennes, avec des nouvelles choses mises en place qu'on va faire perdurer. Donc, plutôt positif en ce qui nous concerne. On a été assez actifs, je pense. D'accord. Alors justement, parce que du coup, vous avez embrayé aussi sur pas mal de choses, notamment sur les moyens mis en œuvre et les canaux que vous avez mis en place justement pour pouvoir diffuser un petit peu différentes opérations pour accompagner les avocats. Aujourd'hui, est-ce que vous avez vu justement une montée en charge de demandes, justement peut-être, pas d'adhésion, mais une demande de concertation, de discussion avec les membres de l'incubateur? Est-ce que ça a permis de réactiver complètement la mission de celui-ci au sein de votre barreau? Tout à fait. Alors, on avait vu déjà depuis quelques mois que les choses s'accéléraient, on avait de plus en plus de demandes. Mais là, effectivement, ça a pris un nouvel essor. Beaucoup d'avocats se posent la question effectivement de leur outil, de leur organisation. Et donc, les missions de l'incubateur leur parlent, je pense, tout à fait. Et donc, ça a permis de fédérer effectivement des avocats qu'on ne voyait pas auparavant. Donc, c'est plutôt positif en ce qui nous concerne. Après, il va falloir le faire vivre et le faire perdurer, mais tout à fait. De manière pérenne. Merci C'est beaucoup, ça. Anne-Hélène. Mélanie, pareil, mais alors cette fois, peut-être un peu plus du côté du réseau national, en effet, sur la coordination, justement, en cette période de crise. Comment vous êtes organisé sur peut-être monter des réunions rapides, savoir comment le RNIB allait mettre aussi en place certaines solutions. Est-ce qu'il y a des nouveaux outils que vous avez déployés au sein du réseau, une réflexion là-dessus pour vous coordonner ensemble sur des actions à mener? Alors, nous, de notre côté, ce qu'on a commencé par faire, c'était effectivement, bon, nous, on avait déjà un outil tout simple de partage de messages, mais par contre, ce qu'on a fait dès le départ, c'est voir comment partager un outil de visio le plus largement possible. Donc, au travers de Vincent Durand, qui a un projet de visio, on a déjà testé ensemble, dans le cadre de réunions, son outil, et ensuite, voyant que c'était pertinent, on a diffusé auprès de tous les bâtonniers de France la possibilité d'utiliser cet outil, de le tester dans cette période où effectivement il y a besoin d'outils conformes à la déontologie pour pouvoir continuer l'exercice de la profession. Et ensuite, on a réfléchi à qu'est-ce qu'on pouvait diffuser comme information auprès de nos confrères pour les aider à changer de manière d'exercer la profession dans ce moment qui est un moment de crise, effectivement, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, vraiment historique, puisqu'on a enchaîné à la fois, d'une part, une période de grève et derrière un confinement avec une activité et beaucoup de confrères qui sont en grande difficulté et qui envisagent de quitter la profession. Donc l'idée, c'était de dire, mais il y a quand même des solutions, on peut probablement évoluer sur notre manière d'exercer la profession. Et donc nous, on a construit un document qui contient une liste de possibilités d'avancer sur une autre manière de travailler, avec une liste de legal tech assez facile à utiliser, dont la plupart ont des tests gratuits pour pouvoir essayer de commencer à tester une autre manière de travailler. Des produits qui pourront être intéressants et qui sont à venir, parce que c'est vrai que des fois c'est intéressant de savoir qu'il y a des choses qui sont en train de se construire et on n'est pas forcément au courant tant qu'elles ne sont pas mises sur le marché. Et enfin, on a également listé des projets d'avocats pour que les personnes voient que les avocats voient qu'il ne faut pas qu'ils se brident sur leur créativité et qu'ils soient inspirés par tout ce qui se fait depuis plusieurs années par différents confrères, portés par différents incubateurs. Donc, on a listé un certain nombre de projets pour que les avocats se décomplexent sur la possibilité de peut-être offrir d'autres types de services que seulement des prestations. Et enfin, des ressources très simples qui ont été construites, notamment le guide qui a construit l'incubateur du barreau de Rennes et qui est vraiment top. Et donc, on avait envie de le mettre en avant aussi dans ce document. La liste des legal tech du village de la justice, parce que c'est vrai que c'est important aussi. Voilà, il y a cette liste et c'est bien que les gens puissent aller la voir et pouvoir comprendre ce qui est en train de se passer. Et enfin, l'outil qu'a fait les rages, qui est la trousse de secours, qui est vraiment très pratique et qui permet de se poser les bonnes questions. Donc cet outil, c'est un tableau et on va le diffuser dès aujourd'hui. Donc on travaille dessus depuis une
grosse quinzaine de jours. Et comme on est nombreux, et c'est bien qu'on soit nombreux, du coup, c'est vrai que ça prend un peu de temps, mais bon, les outils numériques nous ont permis de construire ça et de pouvoir le diffuser. Après, en termes d'organisation, nous, on était déjà très numérique dans notre manière de travailler ensemble, puisqu'on est aux quatre coins de la France. Hein. On est on est une douzaine d'incubateurs, bientôt 15. Et donc, forcément, on n'a pas le choix que de travailler soit en conf call, soit en visio, soit par des groupes type Slack ou WhatsApp, voilà, ou Drive. Enfin voilà, on travaillait déjà à distance, donc ça n'a pas vraiment changé. C'est vrai qu'après, on a essayé de beaucoup relayer aussi toutes les démarches, les initiatives des différents incubateurs. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop longue. Oui, non, mais après, on va revenir dessus. Merci beaucoup, Mélanie. Clémence, pareil, j'imagine qu'au sein du bureau de l'incubateur du barreau de Bordeaux, vous aviez sur un échéancier, en fait, pas mal d'événements à venir de manière récurrente sur le barreau. Il a fallu à un moment donné prioriser, se dire, non, vu la conjoncture, il faut mettre en place tout de suite des choses. Donc, réunion de crise, entre guillemets. Comment vous êtes organisé justement au sein de votre bureau pour parler avec vos confrères et de savoir quel type d'action vous alliez mener et maintenir ce lien déjà entre vous au sein du bureau et en même temps de mettre en place peut-être de nouvelles choses tout de suite parce qu'il y a un besoin pressant aujourd'hui, une demande des avocats du barreau de Bordeaux. Alors exactement, nous, au sein de l'incubateur du barreau de Bordeaux, on prévoit les événements à venir sur l'année. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais à Bordeaux, on essaye de faire pas mal d'événements, notamment à l'étranger. Et puis cette année, on avait normalement le sommet Afrique-France qui devait se tenir à Bordeaux et on avait misé dessus, on avait préparé de belles interventions et évidemment, tout ça est tombé à l'eau. Donc nous, au sein de l'incubateur, on communique beaucoup par Slack, WhatsApp et puis normalement, on a une réunion mensuelle physique. Donc évidemment, cette réunion-là, on l'a déplacée et elle s'est faite en visio. Et puis, donc on a regardé un petit peu les projets qu'on pouvait maintenir et les projets qu'on devait en tout cas supprimer ou alors déplacer. On a un projet de workshop où, en gros, le but, c'est un petit peu d'évangéliser les confrères et de leur expliquer ce que c'est que l'innovation juridique, comment ils peuvent se digitaliser, comment est-ce qu'ils peuvent un peu évoluer sur leur façon d'exercer. Donc, ces workshops-là, ils ont été déplacés et on va prendre en compte les difficultés que les confrères ont ressenties là pendant la crise pour essayer un petit peu d'adapter et de les aider en cas de nouvelle crise ou tout simplement à évoluer dans leur façon d'exercer. Donc, on va prendre évidemment ça en compte. Nous, on a fait le choix de ne pas faire de webinaire parce qu'on s'est aperçu qu'on était un peu tous noyés sous ce format-là. On en reçoit de toutes parts. Donc, nous, on s'est dit qu'on n'allait pas opter là-dessus. Les confrères en difficulté nous ont contactés directement. En gros, le problème principal, c'était de savoir comment communiquer avec leurs clients. Donc, une fois qu'on leur a expliqué les différentes solutions de visio, c'était beaucoup plus simple. Par contre, nous, on s'est plutôt axé sur l'après-crise. C'est-à-dire qu'on a mis en place un questionnaire à destination des confrères pour un petit peu comprendre leurs difficultés, savoir s'ils se sentaient prêts à la crise, ce qui avait posé problème, savoir s'ils étaient prêts aussi à évoluer, à travailler sous d'autres modes de travail. Donc voilà, on a mis ce questionnaire-là en place. Et puis, avec les réponses qu'on va obtenir, on va, je pense, adapter en tout cas les workshops et puis voir ce qui les intéresse. Est-ce que c'est des webinaires qui les intéressent? Est-ce que c'est des formations physiques? Est-ce que c'est des fiches? Donc voilà, on a mis ça en place. Et puis en parallèle, comme on n'a pas voulu faire de webinaire, on a créé des fiches pédagogiques qui sont assez faciles d'accès puisque c'est basé sur du legal design qui explique un peu les gros thèmes du droit un peu 2.0. Donc la première fiche, par exemple, concernait les legal tech. Qu'est-ce qu'une legal tech? La deuxième fiche, blockchain. Et puis voilà, on va faire différents thèmes comme ça, puisqu'on s'est aperçu en fait que les confrères ne connaissent pas du tout ces thèmes-là. Tout ce qui est digitalisation, innovation juridique, c'est très compliqué, c'est pas du tout accessible pour eux. Donc voilà, on a mis ça en place pour les aider un peu à mettre un premier pas là-dedans et à petit les aider dans cette nouvelle pratique en tout cas. Donc voilà ce que nous on a mis en place et puis évidemment on maintiendra le prix de l'innovation puisque ça va aussi permettre aux confrères de découvrir des nouvelles legal tech et peut-être des legal tech qui pourront les aider dans leur exercice. D'accord. De toute façon, on peut dire que cette période a fait en sorte qu'il y ait plus d'acculturation et d'évangélisation possible, entre guillemets. On a tous compris aujourd'hui l'intérêt de la digitalisation, de la structuration de son cabinet, justement. Merci beaucoup. On va revenir vers vous juste après. Shirley, bonjour. Pareil, racontez-nous un peu au sein de l'incubateur du barreau de Marseille comment vous êtes organisé.
Alors, on a cette chance au barreau de Marseille, à l'incubateur du barreau de Marseille, que les liens avec l'ordre soient très étroits. Et nos sessions, on a organisé 3 sessions de formation validées au titre de la formation continue, qui ont été donc offertes aux confrères. En tout, ça faisait donc 9 heures de formation sur des thématiques qui étaient la communication et la déontologie. J'entendais outils de communication numérique, bien sûr, le RGPD, on va dire des questions plus actuelles et en période de Covid. Tous les outils numériques globalement mis à la disposition par la profession, puisque certains sont méconnus et on en a quand même un certain nombre. Et puis bien sûr les autres outils, notamment ceux qui sont proposés par les Legal Tech. On a été beaucoup aidés dans nos travaux d'ailleurs par ce magnifique guide fait par l'incubateur du barreau de Rennes, que je remercie et qu'on a d'ailleurs diffusé au sein du barreau de Marseille. Donc j'espère que l'incubateur se rend bien compte qu'on a été ravis d'avoir ce guide. Nous avons aussi mis en place une page dédiée au sein du barreau de Marseille, grâce au lien avec l'incubateur et la commission numérique. Alors, j'ai pu aider un peu en cela puisque je suis membre du Conseil de l'Ordre et que je co-dirige la commission numérique. Donc, ça a permis donc la page dédiée Covid sur le site de l'Ordre, la mise en place bien sûr des webinaires et toutes les formations validantes, tout ça en visioconf. Ensuite, une adresse dédiée par juridiction avec un membre du Conseil de l'Ordre référent pour communiquer avec les confrères s'ils ont des questions sur ce qu'a pu être le plan de continuité d'activité, même si le mot est un peu fort, et en tout cas sur la période de déconfinement. Un pôle de médiation d'urgence a été également mis en place avec une adresse dédiée. Et la mise en place du vote électronique pour les élections du prochain bâtonnier. Bref, il y a eu beaucoup d'actualités au barreau et la coordination avec l'incubateur du barreau de Marseille et de la commission numérique a fait beaucoup pour ça. Ok, merci beaucoup, Shirley. Eric, maintenant, on va passer à vous. Vous aussi, vous êtes membre du Conseil de l'Ordre et référent de l'incubateur du barreau de Paris. On a vu que pendant le confinement, on a une explosion aujourd'hui des réseaux sociaux, avec 50% justement de consultations en plus de ces différents canaux, avec 6h39 par jour de temps passé sur les écrans. Et on a vu aussi que vous aviez été assez actif, comme tous les autres, bien sûr, mais assez actif aussi sur l'organisation avec un certain succès de certains webinaires aussi. Sur plein d'autres choses. Donc, racontez-moi au sein du bureau comment ça s'est passé et vos discussions justement pour mettre en place ces actions déjà de maintien d'activité de l'incubateur et comment vous avez repensé un peu votre offre à travers les différents outils. Alors effectivement, Dan, comme tous les barreaux et tous les incubateurs, on a été évidemment très surpris de ce confinement. On l'a pris de plein fouet. Ça a cassé une très belle dynamique. Un des événements pour lequel on a peut-être le plus de frustration, c'était ce très bel symposium qu'on devait avoir effectivement en partenariat avec l'incubateur de Bruxelles le 30 mars sur intelligence artificielle et droit administratif. Bon, malheureusement, on oublie tout ça, on passe à autre chose. Et passé finalement cette première étape de sidération et déception, on s'est mobilisé et surtout mis en coordination avec les services de l'ordre. Et je crois que vraiment, je peux remercier aussi bien les membres de l'incubateur du barreau de Paris que nos incubés, mais aussi les services de l'ordre, parce qu'on a tous travaillé ensemble. Plus de frontières artificielles, on est dans le même bateau et on s'est tous réunis effectivement entre des groupes WhatsApp et des vidéoconférences pour vraiment s'organiser. Donc, en effet, la première étape de ce plan d'aide aux confrères, il a consisté en période de confinement à faire des webinaires, mais vraiment orientés sur comment donc maintenir son activité, mais aussi mieux l'orienter. Et sur ce deuxième webinaire, notamment en partenariat avec l'agence Leganov qui nous assiste, on a bien totalisé plus de 1000 participants. Alors, je sais que c'est Paris, mais il y avait également un Facebook Live, donc peut-être qu'il y avait également, j'espère, d'autres incubateurs qui ont pu suivre nos travaux, mais on a vraiment essayé
d'accompagner les confrères pour justement sortir du marasme et montrer que même en période de confinement, il y avait des opportunités avec même des modèles de mini-sites ou en tous les cas de communication ciblée sur les réseaux sociaux qui très concrètement permettaient justement de remettre le pied à l'étrier, même si, comme dans d'autres barreaux, on sait bien que les tribunaux ne suivent pas. Au moins, on avait différents niveaux de conseils et avec de la valeur ajoutée pour les confrères. Ça, c'était effectivement la première action, ces webinaires. Deuxième action qui a donné lieu à une parution le 13 mai d'un guide qui incluait toutes cette fois-ci les méthodes et autres outils associés pour justement bien reprendre son activité après le déconfinement. Donc, sur le numérique, on a mobilisé une quinzaine de membres de l'incubateur et en lien, encore une fois, avec les services de l'ordre, on a pu intégrer nos travaux dans ce guide pour lequel, en tous les cas, on a beaucoup de retours également positifs. Tous les incubateurs présents qui souhaiteraient y avoir accès, bien entendu, je serais ravi de vous le faire parvenir. Et ce guide renvoie aussi à un autre élément d'accompagnement des confrères sur lequel, je veux dire, Covid-19 ou pas, on a toujours été très performants sur le barreau et l'incubateur de Paris, qui est en fait le mail tout simplement de l'incubateur, où on a une permanence à tour de rôle pour répondre aux confrères sur toutes leurs questions liées au numérique, mais aussi, vous l'avez compris, au développement d'activités et pourquoi pas de legal tech. Donc, on voit bien que entre nous, mais aussi avec les confrères, on a réussi à mettre en place une dynamique qui porte aujourd'hui ses fruits et qui, plus globalement, permet également de répondre à l'une des ambitions fortes du nouveau bâtonnier Olivier Cousy, qui a pris ses fonctions au début d'année, qui est également d'accompagner l'ensemble des 30 000 avocats parisiens sur le numérique. Et j'ai envie de dire, de la contrainte Covid, on en a peut-être aussi fait une opportunité puisque ce plan numérique, plutôt d'attendre le mois de juin ou le mois de septembre pour le démarrer, on l'a mis en place finalement tout de suite, là, maintenant. Ok. Merci beaucoup, Eric. C'était très clair. Vincent, bonjour. On va passer à vous. Donc, comment vous êtes organisé pareil au sein du barreau Lyon et les actions que vous avez menées et les moyens mis en œuvre. Bonjour. Cette situation qu'on vit, ça a été un bouleversement à la fois pour les avocats, mais également pour leurs clients, et qui nous a conduit à repenser notre mode d'exercice et qui va nous conduire à le repenser pour l'avenir, parce que le déconfinement, on le voit, ne fera pas changer les habitudes. Il y a toujours autant de craintes de la part du public de venir dans nos cabinets. Donc, il faut qu'on repense notre mode d'exercice. Alors, c'est pas évident, et ça n'a pas été évident parce que vous avez soit des personnes, des avocats qui sont pas prêts, ou soit des clients qui ne sont pas prêts et qui n'étaient pas préparés à utiliser les outils numériques. Alors, c'est vrai que l'incubateur de Rennes a facilité les choses en éditant son guide, mais il a fallu du temps quand même avant qu'il sorte. Donc, avant que ce guide sorte, il a fallu que de notre côté, on puisse mettre en place des solutions auprès de nos incubés et de notre commission. Mais la commission incubation, c'est pas un souci parce qu'ils ont l'habitude d'utiliser les outils numériques. En revanche, les avocats, eux, n'avaient pas l'habitude. Et donc, on a constaté, même dans nos plus hautes instances, qu'on a pris les outils qui étaient grand public disponibles sur le marché et des outils qui ne présentaient pas de caractère de confidentialité, de sécurité. Donc, il a fallu éduquer, excusez-moi du terme, certains avocats en leur disant attention, les outils que tu utilises sont très exposés, fragiles, et tu peux soit avoir des fuites de données ou soit avoir le risque de voir retranscrire sur tel et tel réseau social telle information que tu as délivrée à des clients. Donc, on a eu une fonction de pédagogue vis-à-vis des outils qui étaient diffusés et mis à disposition du grand public, parce que nous sommes une activité réglementée avec la sécurité et la confidentialité à mettre en évidence. Donc, on a dû sensibiliser les personnes là-dessus, et les avocats, on a essayé de les conduire à travers des outils de communication dont vous avez parlé, à se les approprier. Donc, il fallait les orienter sur des outils de communication qui soient simples d'accès. Et d'ailleurs, en ce qui concerne Visio Avocat, on avait sorti une première version qui n'était pas très fluide, et depuis, on a complètement modernisé notre outil pour qu'il soit simple, efficace et accessible à tous.
D'accord, donc ça, Mélanie l'a précisé, donc on n'est plus sur la même version. Donc on a eu un outil de visioconférence qu'on a diffusé, proposé en tout cas au plus grand nombre, en tout cas à tous les avocats lyonnais et à tous les avocats de France, mais on se rend compte qu'il y a quand même un frein des avocats à aller vers cette modernisation, cette digitalisation. Nous, tous ceux qui sont rassemblés aujourd'hui autour de votre colloque, on utilise Slack, WhatsApp, et vous avez d'autres avocats qui vont faire des consultations toujours au téléphone parce qu'ils n'ont pas compris que le lien visuel avec le client est important et on ne peut pas se contenter que de conserver un lien audio. Donc voilà, on essaye de faire en sorte, en tout cas au barreau de Lyon, de sensibiliser tous les avocats, qu'ils soient incubés ou non, à l'utilisation d'outils, de solutions. Mélanie a édité un guide qui est très intéressant. Et aussi, il faut faire vivre ces cabinets d'avocats. Vous avez des cabinets d'avocats dont les avocats ne se sont pas déplacés dans les cabinets, n'ont pas pu faire des remises de chèques, n'ont pas d'outils de prélèvement, de virement, et n'ont pas d'outils de règlement par carte bleue. Donc tout ça, au début, quand on en parlait aux avocats, il faut faire de la visioconférence, il faut avoir des outils de paiement, et vous disiez, mais jamais de la vie. Et maintenant, ils sont en train de changer parce qu'ils se rendent compte que demain, ça sera pas comme hier. Donc il faut s'adapter. Et ce colloque permet d'échanger entre nous pour dire, attention, il y a des outils, mais il va en avoir d'autres encore, parce que il faut qu'on devienne en fait comme des commerçants, qu'on puisse encaisser tout de suite la consultation qu'on délivre aux clients. Ok, parfait, merci beaucoup. Je pense qu'il va rejoindre François, vous êtes là. François, il faudra juste activer la caméra et le micro. Oui, bonjour Dan, bonjour à tous. Bonjour François. Donc pareil, sur la situation au sein de l'incubateur du barreau de Montpellier, quelles ont été les initiatives qui ont été faites pour accompagner les avocats dans cette crise sanitaire et dans le maintien d'activité, et comment finalement s'est organisée aussi l'organisation des membres du bureau de l'incubateur? Alors ça va être un peu de la redite par rapport à mes confrères des quatre coins de la France que j'ai pu écouter. En fait, on a eu tous des problématiques similaires. Premier point, on a dû annuler déjà les événements qu'on avait programmés. On s'adapte. On avait notamment une journée de l'innovation calibré pour juin, mais on s'est dit que ça allait être un peu compliqué. Des événements également d'acculturation que l'on a dû annuler, mais ça nous a permis également de nous concentrer sur les autres projets qui, eux, sont viables, avec notamment le projet de l'Égal Hackathon que l'on a renforcé pour la fin novembre 2020 qui arrive. Et ça nous a permis de renforcer un petit peu les synergies avec nos différents partenaires, de mettre en lien des partenariats et des équipes en place dédiées avec des ingénieurs donc data, qui vont nous aider à mener ce projet à bien. Donc, ce qu'on avait perdu d'un côté, on l'a renforcé de l'autre. Un autre point qu'on a dû faire, c'est on s'est organisé de toute façon, je pense qu'on est tous comme ça, on est organisé par WhatsApp, Slack ou autres outils. Et on a continué à travailler et à adapter, on va dire, les propositions aux confrères. Les propositions, c'était quoi? C'était notamment, et là-dessus, je tiens à remercier particulièrement Elodie Manon-Villard de l'espace Coworking Avocat de Montpellier, qui est en train de se monter, où il y a une vraie dynamique là-dessus. Et grâce à elle et grâce à son soutien, on a pu donc participer, relayer les événements qu'elle a pu organiser. Et donc, je l'ai eu tout à l'heure, et c'est vrai que autant avec Vincent qui vient d'intervenir, on a pu avec l'incubateur faire un focus, et notamment avec Asco aussi, sur les outils de visio mis à disposition par les avocats, parce qu'on a eu énormément de retours des confrères il faut voir nos clients, mais par quels moyens pour respecter la confidentialité. Donc là, on a eu des débats là-dessus, mais il y a eu également d'autres points. Le RGPD et le Covid avec membre de notre bureau Arnaud Di Miglio, Marie donc de Marseille qui est Marie Luo, donc qui est intervenue sur l'avocat 2.0, Stéphane Baller sur les nouveaux modèles d'avocats. Donc on a eu vraiment tout un panel de webinaires qu'on a accompagné avec l'espace de coworking là-dessus. Et un autre point, je pense qu'on a mis en œuvre également sur Montpellier, mais j'entendais ça a été aussi fait sur Paris bien sûr. C'est le soutien avec les syndicats et les autres acteurs, que ce soit au niveau de l'ordre ou des syndicats, pour les différentes actions de solidarité. Il y a notamment un collectif intersyndical UJA, SAF et ACE qui a été mis en place pour répondre aux justiciables sur les problématiques liées donc au Covid-19.
Et là-dessus, on a même mis en place un site internet grâce à notre partenaire ASCO. Deuxième point, le bâtonnier, lui, a négocié des partenariats avec la région pour un peu synchroniser des aides au niveau des problématiques qui peuvent se poser au niveau social et bancaire. Donc là, c'est notre bâtonnier. Donc bien sûr, nous, on a relayé là-dessus, mais aussi plus précisément, les membres de l'incubateur sont intervenus pour accélérer différents projets. Il y a 2 points notamment. Il y a une conférence également qu'on organisait avec l'ACE Montpellier sur l'e-acte d'avocat. Marie-Isabelle Guérin, donc notre secrétaire, est intervenue pour faire en live une démonstration de l'outil e-acte d'avocat pour expliquer oui, vous êtes confiné, mais oui, vous pouvez continuer à travailler et signer des actes de matière dématérialisé. Et un autre point qui est lui à plus long terme, mais qui à mon avis va avoir de l'importance, c'est de déployer, on va dire, des solutions à la résolution extrajudiciaire des litiges. Puisqu'on a eu des remontées, notamment des syndicats patronaux avec qui nous sommes en contact, qui nous disent on va avoir les embouteillages au niveau des juridictions, il faut trouver des solutions. Ça, on le sait tous, on a eu 2 mois de grève, on a eu 2 mois de Covid, 4 mois de retard, donc ça va être énormément de temps à rattraper au niveau des juridictions et donc mettre en avant les solutions extrajudiciaires, les marles, les REL, comme on les appelle comme on veut, mais inciter les confrères à les utiliser pour demain dématérialiser aussi ce process, puisque la procédure participative, on peut la mettre en place par voie dématérialisée, des outils de médiation ou d'arbitrage en ligne également. Et donc là-dessus, l'incubateur de barreau de Montpellier a été moteur pour impulser ça et donc accélérer ces solutions au niveau local. Voilà quelques apports. Mon cher François, avec beaucoup d'humilité, parce que vous me dites en préambule que vous allez faire de la redite par rapport à vos confrères, mais quand même, là, c'était pas mal. Il y a un angle un peu différent, ce qui est intéressant. Autre chose intéressante aussi, c'est qu'on voit de toute façon qu'il y a une transformation profonde qui s'opère, que ce soit par rapport à notre système de justice. On a entendu des gens parler de clochardisation de la justice. Tout le monde est concerné, greffier, magistrat, avocat, huissier, notaire aujourd'hui. Donc, c'est extrêmement intéressant parce qu'on est vraiment dans un grand terrain d'expérimentation. On va essayer vraiment de donner encore plus de valeur aujourd'hui à notre justice, à la manière dont on la rend. Et comme vous l'avez dit très justement, je me suis renseigné, on a eu à peu près 10 000 demandes là ce dernier mois de recours à la médiation par voie numérique. Donc oui, sans aller vers une justice privée, on va avoir une explosion aussi de ce système de justice. Donc, il y a eu des communications peut-être aussi maladroites de certaines instances, on va dire, qui ont pu, dans une ambiance de sinistrose, acculer un peu l'avocat par rapport à la période qu'il traverse, alors qu'il aurait besoin d'être rassuré sur l'avenir de sa profession. Je pense que vous, les incubateurs, vous êtes extrêmement dynamiques et que justement, aujourd'hui, vous avez un rayonnement et une opportunité pour, au contraire, avoir ce rôle-là, justement, avoir ce rôle de catalyseur, d'opportunité, de positivisme aujourd'hui sur l'avenir de la profession. Et je pense que vous tous ici, où vous avez des compétences business, digitales, d'empathie, etc., qui fait que vous avez peut-être une vision que n'ont pas peut-être certains de vos confrères. Et moi, ma question d'ouverture, c'est pour vous, puisque vous aussi, vous avez été challengé, vous aussi, vous avez été bousculé comme tout le monde, c'est un bouleversement. Quels sont pour vous les challenges à venir et comment finalement peut-être vous revoyez vos missions au sein de l'incubateur? On va recommencer par le début ou je vais inverser complètement. Allez, on repart. François, on refait un tour en sens inverse. François, c'est à vous. Alors, je réactive le micro. Donc, si j'ai bien compris ta question, Dan, c'est un peu comment revoir dans le cadre de ce nouveau contexte un petit Comment peu. repensez déjà en Voilà. effet aujourd'hui vos missions et les challenges à votre avis à venir? À mon avis, déjà, il faut voir le positif dans le négatif, c'est-à-dire que cette situation exceptionnelle sanitaire a fait mettre en évidence, là-dessus, j'ai entendu notamment, c'était Vincent qui le disait tout à l'heure, tout ce qu'on répète depuis plusieurs années, les confrères s'en sont rendus compte. Digitaliser le cabinet, avoir des process métiers, avoir des vitrines, voilà, ils ont été obligés. Et donc, malheureusement, il y a ce constat un peu brutal, mais qui avait été un petit peu amorcé. Donc, j'ai envie de dire, déjà, ça va faciliter le travail que nous avions déjà mis en place dans la continuité. Donc, ça, c'est un travail qui va être facilité. Et les gros challenges, à mon avis, c'est là-dessus qu'il va falloir accentuer, c'est les nouveaux marchés. Les nouveaux marchés sur lesquels la profession va pouvoir utiliser des nouveaux leviers. Et notamment, on parlait tout à l'heure, je pense, la médiation, l'arbitrage, la procédure participative. Il va vraiment falloir accompagner les confrères en leur disant vous êtes
le levier pour faciliter un meilleur accès au droit. La justice étatique est dans un état tel que ça va être très compliqué et utiliser ces outils-là pour être vraiment les interlocuteurs qui allaient pouvoir trouver des solutions pour vos clients et donc leur apporter une solution surtout dans des délais raisonnables. D'où, nous, à Montpellier, ce projet vraiment de développer le centre d'arbitrage et de médiation là-dessus sur le niveau commercial. Et un point aussi également qui peut être important, qui, je pense, va permettre aussi aux confrères de se rendre compte, c'est le soutien au niveau extérieur, le fait de travailler en collectif, le fait de sortir de cet isolement qui va nous permettre de déployer des partenariats encore complémentaires, que ce soit avec les syndicats patronaux ou également les universités. Je pense notamment aux cliniques juridiques. Là-dessus, je sais que le CNB intervient là-dessus pour faciliter ces liens entre l'ordre, nos confrères et les cliniques. Et je pense qu'il va falloir fluidifier tout ça. Je pense que mes confrères vont pouvoir parler aussi de tout ce qui est volet technologie et dématérialisation, mais à mon sens, sur les enjeux métiers et business, c'est surtout ça là où il va falloir accentuer. Merci beaucoup, François. Pareil, Vincent, on était dans une zone noire, là on arrive dans une zone grise où il n'y a pas d'après, on est dans un pendant, voilà, avec une vision un peu à 3 mois, 6 mois. Alors, comment aller vers cette zone blanche, cette lumière? Et pareil, même question pour vous sur les challenges et finalement la possibilité de mettre en place de nouvelles missions. Oui, pas évident de passer de l'ombre à la lumière en quelques instants. Okay, je rejoins ce qu'a dit François. Après, on n'est pas des visionnaires, mais je pense qu'avec l'expérience, on sent les choses et on les voit venir. L'état de la justice en France, sans rien cacher et sans vouloir employer des mots forts, il est déplorable et ça date pas d'hier. D'accord ? On est le 26e ou 27e pays sur 28 en Europe avec le nombre d'avocats par habitant. Bref, c'est catastrophique. Les avocats ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Les procès durent trop longtemps. Et le justiciable, finalement, il paye l'addition à la fin. Donc ça, c'est mon avis, mais qui est, je pense, partagé par certains. Donc, on a compris que la justice coûtait cher à l'État, elle ne rapportait rien. Mais malheureusement, sans justice, c'est pas possible. On se retrouve dans une anarchie ou dans une dictature. Donc, il faut qu'on soit force de proposition, et je le dis depuis un certain temps, auprès de nos législateurs, de nos gouvernants, pour améliorer les choses. On ne peut pas continuer à avoir une justice dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui, avec pour Lyon, excusez-moi quand même, je le disais tout à l'heure, le 3e tribunal de France, une justice qui a dû fermer, tribunaux qui ont dû fermer pendant 2 mois pendant la période de Covid, en nous demandant, nous, aux avocats, de travailler en télétravail, alors que les juges n'avaient pas accès à leur logiciel pour pouvoir rendre des décisions et étudier les dossiers. Donc, c'est-à-dire que pendant 2 mois, le tribunal, le 3e plus gros tribunal de France, a été au point mort, n'a pas sorti de décision, même quand il s'agissait de sortir des ordonnances de désistement. Donc, à l'arrêt complet. Et aujourd'hui, ce tribunal nous dit, vous ne pouvez pas signer pour le mois de mai et le mois de juin, parce qu'on va reporter les affaires qui n'ont pas pu être traitées. Donc, on repart sur 2 mois de retard avec le mois d'août qui arrive. Donc, c'est catastrophique, et c'est en gros l'État qui est responsable de ça et qui nous dit, en gros, débrouillez-vous. Oui, on va se débrouiller comment ? En trouvant des solutions comme les modes alternatifs de règlement des litiges, de la médiation, de l'arbitrage. Donc, en fait, on reporte sur les avocats le poids de la justice, en tout cas le rôle de la justice. Moi, ça ne me dérange pas. Mais notre métier, c'est quand même de défendre. C'est pas de juger ou de transiger à tout prix dans les dossiers. Et le mode participatif aussi, c'est bien, mais encore faut-il que les 2 avocats des 2 parties aient tout intérêt à le favoriser. Vous avez toujours un rapport de force dans un dossier avec quelqu'un qui demande et quelqu'un qui ne demande pas et à qui on demande les choses. Celui qui demande, il a un critère d'urgence. Il veut une décision tout de suite. Celui qui est en défense, il s'en fiche. Il dit, que je sois condamné aujourd'hui ou dans 2 ans, je préfère être condamné dans 2 ans. Donc, si les avocats se mettent au-dessus de leurs intérêts, de l'intérêt personnel de leurs clients, on arrivera à trouver une solution et à se mettre en évidence dans le cadre de ces modes alternatifs de règlement des litiges. Donc ça, c'est pour l'aspect approche de la profession et du métier et de rapport avec la justice. Et le reste, il faut aussi que les juridictions acceptent de s'approprier les outils numériques pour pouvoir
être en fluidité avec nos cabinets, où on puisse demander des dates de renvoi sans avoir à se déplacer en audience. Bref, il faut enlever les tâches ingrates à la fois des tribunaux et de nos cabinets pour nous concentrer, nous, sur le droit, comment conseiller les clients, plutôt que perdre le temps à aller 2 heures au palais de justice pour avoir une date de renvoi à 2 mois ou 5 mois. C'est un petit coup de gueule, mais il fallait quand même le faire parce que je pense que parfois, à dire des choses, on arrive à faire bouger des positions. Si on dit rien et qu'on dit oui, ça va se faire, ça se fera jamais. De toute façon, on est entre nous jusqu'au replay. Donc après, voilà. Voilà. Eric, même question, sauf que vous, votre problématique, je voudrais dire, est un peu plus vaste en termes de chantier. 30 000 avocats barreau de Paris, 5 000 avocats en souffrance via la fracture numérique aujourd'hui, qui sont sous-digitalisés, sous-numérisés et qui sont un peu isolés. La mission, elle est vaste aujourd'hui. Elle est très vaste. Elle est très vaste. Donc pareil, même question, je pense aussi que c'est l'opportunité pour vous. Comment, dans vos réflexions avec les membres du bureau, vous voyez les challenges à venir et comment repenser les missions de l'incubateur? Alors, on ne va pas refaire le monde, puisque nous, on a la chance à Paris d'avoir un incubateur qui était un des premiers finalement en France et qui également a mis en place, il y a maintenant plus de 2 ans, cette incubation physique. Donc, tout ce qui a été effectivement mis en place, on n'a aucune raison de le casser. En revanche, il y a une vraie réflexion autour finalement de 3 axes. Le premier, c'est laisser personne au bord du chemin. Donc, en effet, ceux qui ne sont pas encore dans cette logique et dynamique de transition numérique, il faut vraiment qu'on les accompagne. Mais en même temps, c'est dommage aussi d'oublier ceux qui ont déjà un petit niveau, mais qui souhaiteraient aller à l'étape du dessus. Donc, quand je parlais de plus de contenu tout à l'heure, ça va être, l'idée est d'avoir peut-être des formations avec des niveaux et des prérequis pour permettre de mieux embarquer tout le monde, chacun en fonction du niveau qu'il estime avoir ou pas. Deuxième axe, c'est justement favoriser cet esprit d'entreprise et donc de numérisation, avoir également un accompagnement qui soit pas forcément, comme ce l'était en tous les cas le cas actuellement, autour de 4 projets incubés. Donc, il y a toute une réflexion pour ouvrir plus largement l'accompagnement que pourrait fournir l'incubateur. Donc, est-ce que ça doit passer notamment par un mode coaching, sur un temps plus court pour justement avoir 3 ou 4 sessions de plusieurs incubés plutôt qu'une seule session annuelle, encore une fois avec seulement 4 projets. C'est vraiment ce sur quoi on essaie de réfléchir. On a également l'idée peut-être de se rapprocher de d'autres incubateurs, pas forcément d'avocats, pour aller sur justement un accompagnement des projets qui aille au-delà et simplement de ce que nous on peut faire à notre niveau. Donc ça passe également, je crois, par des synergies et donc finalement des partenariats. Et puis troisième axe, c'est justement d'aiguiller les confrères pour qu'ils s'emparent des technologies pour également finalement saisir toutes les opportunités et développer de nouvelles activités. Donc c'est plus une innovation par les usages. Alors c'est toujours un petit peu compliqué pour un incubateur de recommander tel outil ou application plus finalement que l'un ou que l'autre. Mais en tous les cas, c'est peut-être en lien justement pour reboucler avec les formations, on va pouvoir réfléchir aussi à une sorte de référencement de certains outils au-delà de la liste à la Prévert. On a essayé de faire plus ou moins, mais de montrer que ces technologies et certaines d'entre elles tout particulièrement présentent des intérêts et peut-être même envisager là également des partenariats avec certaines de ces applications pour conforter les confrères, en tous les cas les inviter encore plus largement à s'en saisir. D'accord. Donc, une bonne compréhension des enjeux en cours et à venir, une efficacité, une efficience opérationnelle et puis une maîtrise des outils digitaux dans un cas d'usage métier. C'est ça en gros. Exactement. Merci beaucoup. Shirley, pareil, à votre niveau, dans votre belle ville. Alors, les préoccupations marseillaises rejoignent et les envies rejoignent celles de Paris. Quand j'entends mon confrère, on se retrouve beaucoup dans ces préoccupations et ces volontés. Alors, je vais le dire à mon niveau, tout ce qu'on a rappelé sur la nécessité des modes alternatifs de règlement des conflits en ligne, j'allais dire, c'est presque ma marotte depuis 2 ans. Donc, au sein de Marcel et au sein de la commission numérique au barreau de Marseille.
Donc, en tout cas, je serai, et je sais que les membres de l'incubateur vont dans le même sens, pour appuyer sur à la fois de la formation, à la fois de l'information, puisqu'il faut savoir que la médiation est maintenant plus connue, mais il y a encore 6 mois, la question de faire de la médiation en ligne, c'est-à-dire en non présentiel, était quasiment une configuration hérétique. Enfin, j'exagère à peine. Maintenant, ça devient une nécessité, compte tenu de ce que nous a rappelé Vincent, que je trouve très juste, dur, mais juste. Et donc, ça, c'est pour j'allais dire, mon positionnement personnel au sein de l'ordre et qui sera soutenu parce que la médiation commence à être entendue et même organisée au niveau juridictionnel. Ensuite, sur les projets de l'incubateur, il y a bien sûr la 3e édition de la Legal Pitch Party qu'on veut élargie, qu'on veut sensibiliser, on a tenté de sensibiliser plus de monde. Et je crois que finalement, le lien soutenu de convivialité inédite via les visiocons et les formations laisse présager finalement un intérêt plus important pour tous les outils numériques globalement. Donc il n'y aura pas de Juriscope à Marseille cette année et c'est bien dommage, mais on va essayer de créer un événement convivial pour l'automne 2020 et vous accueillir dignement et peut-être peut-être qu'on naviguera pas, mais on surfera. Enfin, on va trouver un moyen de rendre la chose conviviale. En tout cas, à l'incubateur, on fera en sorte que sur justement des partenariats. Alors, c'était juste avant la crise du Covid, c'était en projet, on n'a pas pu le mettre en place. Il y a un partenariat avec Marseille Innovation et l'incubateur du barreau de Marseille qui était prêt à naître, c'est-à-dire avoir le soutien d'une pépinière aussi reconnue que Marseille Innovation et avec un volet spécifique au Legal Tech, ce qui permet à la fois aux confrères membres de l'incubateur ou non d'ailleurs, d'avoir un lien avec les startups qui ne font pas spécifiquement, qui ne sont pas des Legal Tech, mais qui pourraient avoir un intérêt dans l'exercice professionnel et en même temps de porter avec toute la puissance de Marseille Innovation des projets de Legal Tech et le support d'ailleurs que pourraient apporter nos confrères auprès et de ces Legal Tech et toutes les autres startups qui sont hébergées par la pépinière Marseille Innovation. C'est des très beaux enjeux et défis à venir. En tout cas, si les vents nous sont favorables, nous serons à l'événement qui remplacera la Juriscope. Merci beaucoup. Clémence, je vous laisse aussi continuer dans cette… voilà. Alors, vous l'avez dit, si la période, elle est un petit peu morose, au sein de l'incubateur, on voit quand même le côté positif, c'est-à-dire qu'effectivement, les confrères seront obligés de s'intéresser à l'innovation juridique. Donc, nous, on a vraiment 2 principaux axes. Le premier, c'est de ne pas laisser les confrères un peu isolés, sous-équipés et qui ne comprennent pas ou ne se sont pas encore mis à ce mode d'exercice un petit peu digitalisé. Donc là, on va axer vraiment sur les workshops qu'on avait déjà testés auparavant. Et je pense que là, on va vraiment axer notre action sur ces workshops. Alors peut-être également par niveau, puisque les confrères n'ont pas forcément la même approche du droit digitalisé, on va dire. Donc voilà, on va axer sur ces workshops-là. Grâce au questionnaire, on va savoir également s'il y a besoin d'un coaching, en mettant en place des partenariats, notamment avec l'école de commerce de Bordeaux, Kedge, qui intervient de temps en temps dans nos workshops. Donc voilà, ça c'est le premier principal axe, en tout cas de notre intervention. Le deuxième axe, ça va être peut-être aussi de mettre en lumière les Legal Tech qui pourraient aider les confrères dans leur pratique, montrer un peu aux confrères que la Legal Tech n'est pas l'ennemi de l'avocat. Les Legal Tech, elles sont aussi là pour agir en partenariat avec les avocats et également aider les confrères qui souhaiteraient créer une Legal Tech ou en tout cas qui seraient intéressés par cette idée-là, les aider un petit peu à mettre en forme leur projet.
à les mettre peut-être en contact avec, parce que nous on n'incube pas au sein de notre incubateur, on n'incube pas directement nos projets, mais à les mettre en contact avec un incubateur extérieur. Voilà, donc ça c'est aussi un autre axe. Et puis évidemment, on travaille aussi beaucoup sur notre prix de l'innovation qui aura lieu encore cette année, je pense, en novembre, et qui pourra mettre en lumière toujours de beaux projets. Donc voilà, nous, nos axes principaux, c'est à la fois d'aider les confrères un petit peu en difficulté à changer leur mode d'exercice pour qu'ils puissent survivre à une potentielle autre crise ou tout simplement au futur de l'avocat, puisque je pense qu'un avocat maintenant ne peut pas exercer comme autrefois, c'est-à-dire rester dans son petit cabinet et puis recevoir ses clients et aller au palais, effectivement. Maintenant, il va falloir évoluer dans cet exercice-là. Et puis voilà, peut-être mettre en lumière ces legal tech qui peuvent nous aider dans notre exercice. Voilà un petit peu les axes principaux à Bordeaux. Ok, écoutez, merci infiniment. Alors Mélanie, sous un autre angle cette fois par rapport au réseau national, pareil. Alors, nous, sur le réseau national, en fait, l'enjeu cette année, c'est d'organiser si on pourra, en dernière partie de l'année, un événement autour du financement des legal tech d'avocats, de permettre de faire un legal pitch day qui permette de réunir des investisseurs qui puissent, parce que la difficulté de pouvoir accélérer cette transformation et du fait que les avocats puissent eux-mêmes développer des outils, c'est aussi de pouvoir accéder à un financement important pour pouvoir vraiment être compétitif et pertinent sur le marché. Et donc, on va organiser un événement autour de ça, donc qui serait donc en dernière partie d'année, qui permettrait à chaque incubé des différents incubateurs de toute la France, des incubateurs de barreaux, de pouvoir pitcher rapidement devant un parterre d'investisseurs de façon à permettre à tous ces incubés de pouvoir lever plus rapidement et plus facilement des fonds parce qu'on n'est pas nécessairement bien visible au niveau du monde des investisseurs. Alors, je me permets quand même de compléter 2 petites secondes le propos de François sur Montpellier. Juste un point, c'est qu'on organise en fin d'année, nous aussi, on a notre événement que tu connais, Dan, le Legal Hackathon, que nous avions organisé cette année. On travaille dessus depuis déjà 2 mois. Et il va être organisé, j'espère, on va dire de manière réelle, en présentiel. Mais on travaille déjà beaucoup avec des partenaires, aussi bien écoles que professionnels. Et donc, l'idée, on va très prochainement lancer un appel à idées. Et l'idée, ce sera vraiment de pas uniquement, que ce soit pas des personnes qui ont forcément des projets à porter, mais que tous les confrères soient appelés à dire qu'est-ce que vous avez comme idée. Commencer par faire ce grand appel à idées pour qu'on ait des retours d'idées et qu'on puisse ensuite diffuser ces idées et qu'ensuite des porteurs de projets essayent de se positionner au regard des différentes idées, de tous les confrères, des idées, des besoins, des problèmes, parce que souvent on arrive avec des projets innovants, mais des fois on peut être déconnecté avec la réalité du terrain. Et donc voilà, donc nous, notre enjeu aussi, c'est dans cette période difficile. Je pense que cet appel à idées, ce sera le moment peut-être que les confrères puissent exprimer leurs besoins et que ça puisse être transformé en projet innovant lors du Legal Hackathon qui aura lieu et auquel, bien sûr, on espère qu'il y aura un maximum d'incubateurs qui sera partenaire aussi pour faire vivre cet événement qu'on a déjà organisé l'an dernier. Voilà. Je suis désolée d'avoir rajouté ça, mais c'est vrai que dans la répartition voilà, bref, je ne devais pas en parler, mais là... Et du coup, peut-être qu'il manque notre incubateur de Rennes, non? Je crois qu'il n'a pas. Ouais, tout à fait. Merci, Mélanie. Alors, au niveau de l'incubateur du barreau, effectivement, alors nous, au début du confinement, on avait fait, j'en ai pas parlé tout à l'heure, un questionnaire auprès des avocats pour connaître un petit peu leurs difficultés, leurs besoins, etc. C'est ce qui a pu aboutir notamment au webinaire. Et notre objectif premier, c'est d'abord de continuer à fédérer le plus grand nombre d'avocats, à en quelque sorte évangéliser, former, informer pour que les choses continuent à évoluer. Le confinement aura permis à beaucoup d'avocats de lever un peu le nez du guidon et je pense qu'il y a quand même un certain nombre de pratiques qui vont évoluer. On parle souvent des outils, mais au-delà de ça, voilà comment on exerce, comment on communique, comment on développe. Enfin, il y a plein de problématiques qui émergent. Donc, au niveau de l'incubateur, on va continuer à travailler sur tous ces aspects.
On avait plein de projets qu'on va remettre un petit peu à l'ordre du jour, un challenge, un projet en lien avec le développement durable. Enfin, il y a plein de choses qui vont être mis un petit peu à l'ordre du jour. Et en fait, à l'incubateur du barreau, on a une spécificité, je crois il y a d'autres incubateurs comme ça, c'est qu'il n'y a pas que des avocats, puisque moi-même je ne le suis pas d'ailleurs. On a aussi des gens qui font de la communication, etc. C'est assez ouvert. Et quand on parlait tout à l'heure, je sais plus, je crois que c'est Eric pour l'incubateur de Paris, de synergie, de partenariat. Alors nous, on avait commencé, on va poursuivre, puisqu'on a déjà dans l'incubateur des huissiers, des experts comptables, et on est en lien aussi avec la French Tech. Donc voilà, on a plein d'idées pour que les avocats puissent aussi s'inspirer de comment travaillent les autres professions, voire peut-être pas aller jusqu'à l'interprofessionnalité, on verra, mais il y a plein d'idées comme ça. En tout cas, on a plein de projets. Voilà. Après, on rassemble un petit peu les forces vives pour remettre un peu un nouvel élan suite à tout ça. Mais il n'y a pas forcément de nouvel axe. Il y a plein de choses qu'on avait démarrées. Certaines ont été mises en pause au profit d'autres. Mais voilà, on va relancer tous ces projets et on a en tout cas plein d'idées pour faire avancer les choses et permettre à la profession de répondre à tous les enjeux, toutes les opportunités finalement d'exercer peut-être différemment de ce qui se faisait effectivement auparavant. Voilà, j'ai essayé de faire court. Ben, on ne t'entend pas, tu as enlevé ton micro. Non, c'était pour voir si vous lisiez sur les lèvres, mais apparemment personne ne lit sur les lèvres ici. Alors, ça marche pas. je rebondis sur ce qu'a dit Anne-Hélène. En effet, c'est qu'aujourd'hui, la réponse aux problématiques qu'on a, qu'elles soient contentieuses ou dans une approche conseil, va faire appel à des expertises transverses. Donc, on voit beaucoup d'initiatives où on va avoir recours, en effet, à des CPI, des huissiers, des mandataires de justice, etc., etc. Donc, c'est extrêmement intéressant. Je vais laisser Soumi peut-être nous dire le mot de la fin. Soumi, tu es avec nous? Elle n'a pas son micro. Oui, ça y est, je suis de nouveau là. Le mot de la fin, c'est que, moi, c'est une petite remarque à chaud et qui me réjouit, c'est que je mesure, et je pense que c'est le cas des auditeurs et des adhérents d'OpenLaw, je mesure à quel point la notion de réseau fait sens pendant cette crise, parce que je vois donc représenter ce réseau national des incubateurs avec des initiatives qui se répondaient les unes les autres. Je pense notamment au guide, et avec une motivation très forte à poursuivre et à prolonger les événements déjà mis en place et qui sont déjà inscrits dans le paysage. Et moi, j'ai le sentiment qu'effectivement, la dimension de réseau est plus forte, est renforcée du fait de la crise. Et je trouve ça très satisfaisant, d'autant que, alors ça renvoie à l'expérience OpenLaw. On est parisien, comme vous le savez, et on a toujours été perçu comme étant très Paris-centré, c'est un problème pour le droit et pour son exercice sur l'ensemble des territoires. Donc, moi, je trouve que c'est une inspiration, de fait, pour nos propres actions et nos propres initiatives. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir partagé votre expérience du confinement. On s'arrête là. Alors, traditionnellement, on peut dire, il y avait un temps pour les questions. Le fait là, comme on prend beaucoup de temps pour rentrer dans le détail des initiatives. Il y a de l'écho, je suis désolée, ça me perturbe. Je propose qu'on s'en tienne à ces riches échanges. Et je vous donne rendez-vous donc, non pas alors excusez-moi, je n'ai pas vérifié les dates, non pas le vendredi 22, mais le 29, donc pour une présentation du rendez-vous des transformations du droit qui se tiendra donc à la mi-novembre au Palais des Congrès Porte-Maillot à Paris. Merci à tous. Merci à tous. Merci encore, à bientôt. Bonne journée. Merci tout le monde. À bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.